Bienvenue à Blarni Yomni. Merci Rachid Alaoui. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation au format 7e sens. Je rappelle, format dédié à donner du sens au sens avec vous, à Blarni Yomni. Je rappelle économiste et également conseiller des Français de l'étranger autour d'une thématique. Alors on est à J+2, J+3 de ce match de foot, quart de finale de Coupe du Monde et cette défaite contre la France 2-0. Et puis en même temps, on est à la veille et puis en plein dans la visite du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui sera accompagné d'ailleurs, qui est accompagné d'une douzaine de ministres. Donc l'intitulé de l'émission, le 7e sens avec vous aujourd'hui, Maroc-France, traité d'amitié ou traité d'intérêt? Traité d'amitié et d'intérêt. Il faudrait rappeler un petit peu l'histoire. 70 ans après d'abord le premier traité de la Selle Saint-Cloud, le 6 novembre 1955. Maintenant, on a notre traité en 2026 qui va arriver peut-être à l'automne du octobre 2026 et qui va donc voir la signature d'un traité d'amitié. C'est pas le premier. Emmanuel Macron a fait plusieurs traités avec plusieurs pays européens, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Pologne, avec l'Espagne. Et donc tous ces traités d'amitié, maintenant c'est le premier pays non européen avec lequel la France signe un traité d'amitié. Maintenant le plus important, Rachid Alaoui, c'est voir quel est le contenu quantitatif, qualitatif. Est-ce que ce traité tiendra dans la durée ou pas? Quelques éléments, effectivement, on reviendra sur la durée, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, lui, à partir de 2027, ne sera plus président. Donc, c'est-à-dire, l'après-Emmanuel Macron aussi, quel avenir et quel destin pour ce traité? Mais vous avez fait référence, effectivement, à cet accord historique de la Selle Saint-Cloud. C'était en 1955, c'était aussi un 6 novembre. Donc, 6 novembre aussi, c'est une date importante pour le Maroc, cette marche verte tous les ans. Mais simplement de se dire, vous dites, c'est traité d'amitié et traité d'intérêt. Est-ce que valeur aujourd'hui, on va aller sur le contenu de ce nouveau traité, en tout cas les éléments dont on dispose. Est-ce qu'il y a beaucoup plus, cette fois-ci, en 2026, beaucoup plus, un traité qui aura beaucoup plus une connotation d'intérêt que d'amitié? Alors, je vais reprendre une citation de l'ancien ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier. Il a parlé d'une broderie à 4 mains. Et il y a du travail qui se fait depuis 2 ans par plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, mais aussi plusieurs sages, français et marocains, pour aboutir à un traité d'amitié qui répondra d'abord aux attentes. Vous savez qu'il y a des piliers, il y a une matrice dans ce traité, et la matrice a été annoncée. Il y a industrie et économie, et donc il y a de la co-industrialisation, il y a du transfert de technologie dans plusieurs secteurs qu'on connaît. Mais il y avait déjà aussi, autour de l'automobile, il y avait aussi de la... Et maintenant, il y aura plus, parce que moi, je défends et la recherche et le développement et le transfert de technologie entre le Nord et le Sud. Il y a aussi un côté défense et sécurité très important, et c'est pas récent. Depuis toujours, il y a eu donc de la coopération militaire entre la France et le Maroc, pas seulement les achats de matériel militaire. Et puis aussi, il y a culture et éducation, est très important. Je pense qu'on va y venir. Et puis, il y a un dernier qui est géostratégie. Moi, je pense qu'il y a un tapis sur lequel a été brodé ce travail. Ce tapis, c'est l'Eurafrique, c'est-à-dire à la fois l'Union européenne et l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la relation France-Maroc, c'est aussi la relation France-Maroc-Europe. En tout cas, ce traité de la Selle Saint-Cloud, on va y revenir, parce qu'il faut toujours... Certains considèrent qu'effectivement, pour comprendre l'avenir, il faut étudier le passé, il faut en avoir une connaissance en tout cas. Ceux qui ignorent leur passé compromettent leur avenir. Voilà, en tout cas, c'est très important de comprendre le passé. Ils sont perdus, ils ont du mal à tracer... Vous savez, je l'ai même apporté, Rachid Alaoui. J'ai apporté la déclaration de 1956. Je ne sais pas si vos caméras peuvent la voir. Ça peut fixer, mais simplement, il y a un terme, justement, dans ce traité que vous avez sous les yeux et dans la main, Selle Saint-Cloud, 6 novembre 1955, c'est le renforcement de l'interdépendance marocaine à l'égard de la France, interdépendance française. Est-ce que ce traité-là, qui est en train aujourd'hui d'être conceptualisé et qui risque d'ailleurs d'être présenté, en tout cas officiellement ou partiellement, d'ici juillet jusqu'à cet automne, où il y a une visite d'État de la plus haute autorité marocaine qui devrait se rendre à Paris, pour une visite d'État, mais il y a cette interdépendance. Est-ce que ce traité va renforcer, selon vous,
après celui de la Celle Saint-Cloud, l'interdépendance du Maroc à l'égard de la France? Écoutez, moi je crois que le terme interdépendance a changé et que la France aussi veut le changer et le Maroc veut le changer et l'Afrique veut le changer. C'est-à-dire le terme interdépendance de 1955 n'est pas le terme indépendance de 2026. C'est quoi la différence? La différence, c'est que aujourd'hui, il y a une question de souveraineté dans beaucoup de nations, et en particulier au Maroc, parce qu'on a parlé de prisme plusieurs fois, et la France respecte ce terme de prisme à la fois sur la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sahara, après la déclaration de l'ONU, mais aussi la prise de position de la France, d'Emmanuel Macron en 2024, après il y a 2797, la résolution de l'ONU. Et donc, si vous voulez, cette interdépendance, elle va changer. Je pense qu'on va rentrer dans une codépendance. Et cette codépendance, c'est l'avenir du nord de la Méditerranée avec le sud de la Méditerranée, avec le continent africain. Il faut construire un bassin d'échanges commerciaux, de relations humanisées. C'est pas prévu dans le traité, ça. C'est pas prévu. Le bassin méditerranéen, le pourtour méditerranéen, avec l'initiative de l'Union pour la Méditerranée, c'est beaucoup de choses qui n'ont jamais réellement fonctionné, mais il faut le dissocier. Ça, c'est autre chose, mais de toute façon, la politique de voisinage entre l'Europe et le Maroc se fait sur le bassin méditerranéen, elle ne se fait pas sur l'Atlantique. Par contre, sur l'Atlantique, on a le continent africain. Donc, si vous voulez, ce n'est plus la même définition de l'interdépendance, celle de 55, de la Celle Saint-Cloud, et celle d'aujourd'hui avec le traité d'amitié. Je pense qu'il y aura une codépendance, et cette codépendance, elle évolue du côté français et du côté marocain pour construire un avenir meilleur de cette région, basé sur la paix, sur la prospérité, et surtout sur le co-développement, la co-industrialisation. Et pourquoi moi j'y tiens vraiment à ce transfert de technologie. Pour moi, c'est peut-être le message clé qu'on peut avoir. Après, il y a une question de mobilité, je pense qu'on va en parler. On y reviendra. Oui, mais ceux qui penseraient, qui verraient ça peut-être pas forcément d'un bon oeil, en disant en fait c'est le retour en force de la France, parce que jusqu'à présent il y a eu ce coup de froid, ce coup de gel pendant 3 ans entre les deux pays. Puis on a vu aussi la Chine et les Chinois gagner un peu de terrain au niveau sur le terrain économique au Maroc. On a vu aussi un peu les Américains, on a vu les Allemands également. Est-ce qu'on doit considérer que ce traité va être un nouveau départ en tout cas, et d'un retour en force de la France sur le terrain économique marocain? Écoutez, c'est un autre départ. Je pense que c'est un partage d'opportunités. C'est une relation de gagnant-gagnant. Le Maroc aujourd'hui, le visage du Maroc après 25 ans du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est pas le visage du Maroc il y a 20 ans. Le Maroc a changé. Le Maroc diversifie son économie. La France aussi. La France se tourne vers l'Inde, elle se tourne vers le Vietnam et se retourne aussi vers des pays du Pacifique. Donc il y a une diversification, et je pense que la souveraineté, et on ne peut pas avoir une interdépendance dans la dépendance. Une interdépendance, c'est aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on peut avoir des économies ou des relations bilatérales interdépendantes, tout en gardant chacun sa liberté d'action, sa liberté d'avoir des alliances avec d'autres pays. Je pense que ça, c'est important dans une relation d'amitié. En tout cas, les piliers, effectivement, qui ont été déjà un peu déclinés et qui ont fuité au niveau des réseaux sociaux et des médias, c'est, vous avez fait référence, l'interconnexion électrique. C'est-à-dire que, grosso modo, Rabat qui confierait à la France l'interconnexion sur l'ensemble du territoire marocain. Donc on est sur de l'énergie. Il y a également de l'énergie avec le nucléaire civil et ces fameux réacteurs modulaires aussi qui pourraient demain faire leur apparition au Maroc, sachant que ça avait déjà été évoqué en 2007 du temps de Nicolas Sarkozy. Ensuite, ça n'a pas duré. Mais est-ce que se dire, voilà, en tout cas sur l'énergie, on voit bien qu'il y aura vraiment une véritable dépendance du Maroc à l'égard de la France? Moi, je ne pense pas que c'est une alliance de circonstances. En fait, ce n'est pas une dépendance. Si vous voulez, j'ai parlé de transfert de technologie, par exemple, sur le nucléaire civil. Aujourd'hui, 100% de l'électricité française est produite à partir du nucléaire. Alors qu'il y avait des partis politiques qui voulaient qu'on ferme les centrales nucléaires. Donc aujourd'hui, avec la crise énergétique mondiale qu'on vit, donc aujourd'hui, on ne peut plus faire de transition énergétique sans utiliser le nucléaire.
Après, le Maroc, il est sur de l'énergie renouvelable et sur de l'hydrogène vert. Et je pense qu'il est à la pointe dans ces secteurs. Sur des contrats peut-être charbon un peu moins. Et donc de le faire avec des capitaux étrangers, et notamment français, je pense que ce n'est pas inopportun pour le Maroc. Et aussi, vous verrez, Rachid Alaoui, c'est que nous allons aussi connaître une transition de la mobilité vers de l'électrique au Maroc. Ça commence fortement en Europe et ça va arriver au Maroc. Et je pense qu'on en a besoin parce que la facture énergétique, par exemple, sur le Maroc, c'est une facture énergétique qui est purement hydrocarbures. Donc, pour la simplifier et pour baisser le déficit du commerce extérieur, moi, je vais vous dire, j'étais rapporteur du commerce extérieur à l'Assemblée des Français de l'étranger et il y avait à peu près 30% du déficit commercial français qui dépendait des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Et du charbon. Un peu moins le charbon. Un peu moins. Donc ça veut dire qu'en tout cas sur l'énergie, vous dites que ce ne sera pas de la dépendance, mais il y aura une codépendance. Je pense que ce n'est plus la même définition et la même conception de l'interdépendance que par le passé. Sur la francophonie, on l'a vu, c'était des débats aussi, qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la visite et la rencontre des deux chefs d'État en 2024. C'était en octobre d'ailleurs, il me semble. C'est aussi pour relancer et donner un coup de fouet à la francophonie. À l'époque aussi, je reviens à ces années de gel entre les deux pays. C'était beaucoup s'exprimaient en disant voilà, il faut arrêter de prioriser le français en termes d'apprentissage et de langue business, mais se tourner vers l'anglais. Est-ce que là, du coup, se dire voilà, en fait, ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer en tout cas, c'est d'accélérer la francophonie au niveau du Maroc et faire en sorte aussi de faire que la primauté, si je puis dire, soit donnée à la langue française, la langue de Molière, et non pas à la langue de Shakespeare. C'est une excellente question, Rachid Alaoui. Attention, ça conditionne une excellente réponse du coup. Je vais essayer. Alors, écoutez, moi je suis un fervent défenseur du bilinguisme avec la langue anglaise. Parce que quand vous faites de la recherche scientifique, quand vous faites de la technologie, quand vous faites du numérique, quand vous faites de l'IT, vous avez besoin de l'anglais. Mais je ne confonds pas la francophonie et l'anglais. Je ne les confonds pas. Donc, je défends aussi la francophonie sur notre bassin parce qu'elle fait partie de notre histoire, même si le protectorat au Maroc n'a été que de 70 ans. Et en étant que français, que 100% français et 100% marocain, c'est comme ça que je me définis et je définis ma famille. C'est-à-dire, je défends la langue française parce qu'il y a des valeurs humanistes, il y a des valeurs universalistes, il y a aussi des codes de vie dans la francophonie. Donc, moi, le français et la francophonie, c'est pas la même chose. Mais c'est en même temps la même chose. Alors, il faudrait savoir, Rachid Alaoui, que les Français, à l'horizon 2050, les Français de France, de la métropole, ne représentent plus que 25% des francophones dans le monde. On s'attend, en Afrique de l'Ouest, à avoir 400 millions de francophones. Donc, le choix du Maroc est de préserver le français, c'est un choix assumé. Et quand on signe des alliances ou des traités d'amitié, il faut les assumer. Donc, si aujourd'hui on choisit la francophonie et le français, donc on le choisit, ça va être une langue d'apprentissage. On peut le prioriser tout en défendant le bilinguisme. C'est très important. Et puis, nous avons au Maroc, il y a l'identité de l'arabe. Donc, vous avez l'arabe, vous avez le français et vous avez l'anglais. Mais il ne faut pas fermer complètement à l'anglais l'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas le risque ? Mais il faut continuer à utiliser le français parce qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est un petit peu dans l'ADN des Mais certains considèrent qu'en Marocains. fait, il vaut mieux passer à l'anglais parce que l'anglais, c'est le business, c'est la langue du business. Tous les brevets qui sont déposés à travers le monde, une grande majorité sont en anglais. Tous les grands travaux de recherche aussi, vous faisiez référence à la recherche et le développement, sont en anglais. Et que je ne vois pas certains considéraient, mais pourquoi on veut nous imposer, entre guillemets, le français et puis de renforcer la francophonie au Maroc, alors que les véritables enjeux pour un pays comme le Maroc, ils sont beaucoup plus tournés vers la langue anglaise que la langue française. Je pense que c'est une question d'opportunité et de pragmatisme. Il y a quelque chose qu'il faut bien utiliser. Alors, des fois, on a les émotions et on a la rationalité, on a l'obsession. Et je pense qu'il faut passer de l'émotion à la rationalité. Parce que l'obsession, elle n'est pas porteuse. Si vous voulez, aujourd'hui, quel est notre marché ? Notre marché aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Une des langues de l'Union européenne est le français.
Mais en même temps, nous avons des marchés... Mais ce n'est pas la première langue au niveau de l'Union C'est européenne. pas la première langue, mais c'est une des langues. Oui. Mais c'est une des d'abord langues. l'anglais. Mais c'est une des langues. Mais en même temps, nous commerçons beaucoup avec la France. Je vais vous donner un chiffre. Les échanges avec la France, c'est 180 milliards de dirhams. C'est 18 milliards d'euros. Donc ce sont des échanges importants et puis nos échanges du Maroc avec l'Union européenne, c'est 65%, si vous voulez, des échanges. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dilemme? Je pense qu'il ne faut pas de dilemme. Mais en même temps, il faut privilégier le bilinguisme, c'est-à-dire il faut enseigner, il faut laisser cette liberté du français et de l'anglais. Je pense qu'il y a besoin des deux langues. Le marché africain avec lequel travaille le Maroc, elle est à 90% francophone aujourd'hui. Est-ce que ce traité, d'un point de vue géostratégique, si on change un peu de géographie, l'Afrique du Nord et puis l'Afrique par extension également, est-ce que ça veut dire que ce traité-là entérine le fait que Paris et la France considèrent et va considérer officiellement que la priorité de leur diplomatie et de la diplomatie française au Maghreb, c'est Rabat et c'est plus Alger? Écoutez, c'est pas Alger, c'est même plus Alger. Je crois... c'est compliqué de répondre à cette question. En tout cas, je vais prendre la question du Sahara marocain. La question du Sahara marocain, elle n'est plus une question politique en France. Les partis politiques sont unanimes sur le fait qu'aujourd'hui, c'est gravé dans le marbre que les provinces du Sud, donc du Sahara marocain, font partie du Royaume du Maroc. Il y a la décision de l'ONU, il y a un vote. Et ce vote, aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti qui va aller à Alger pour construire, si vous voulez, une nouvelle problématique contre le Maroc. Ça, c'est fini. Même si demain, il y aura l'alternance, je pense que même avec une alternance politique, il n'y a pas ce problème. Alors, est-ce qu'il faut que Paris choisisse entre Rabat... Via ce traité, est-ce que ça va entériner définitivement la position de Paris au niveau de sa diplomatie extérieure et au niveau du Maghreb, pour être plus précis, en considérant qu'effectivement, le véritable partenaire et la priorité de la diplomatie française au Maghreb, c'est le Maroc, et c'est pas Alger ou c'est plus Alger. Le véritable partenaire économique de la France, c'est le Maroc. Et le partenaire sécuritaire et le partenaire également économique dans la région d'ailleurs, de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le véritable partenaire économique sur le continent africain de la France, c'est le Maroc. Par contre, le véritable sécuritaire, vous savez que la diplomatie, elle peut vaciller, et puis elle vacille avec la géopolitique, elle vacille avec les crises. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu la crise au Sahel avec le Mali, donc ça a bougé un petit peu. Donc on peut pas demander à Paris aujourd'hui de choisir entre Alger et Rabat. Par contre, sur le plan économique, et moi je suis un cartésien, je vous dis que le partenaire numéro 1 de la France en Afrique, c'est le Maroc. Mais également le partenaire sur lequel la France peut s'appuyer pour construire ce rêve Eurafrique qui remonte à très loin et qui est une nécessité pour notre région, pour la Méditerranée, pour le Sahel, pour le développement d'un transfert de technologie, d'un transfert de développement, d'une relation qui n'est plus une extraction de matières premières pour soutirer aux pays africains, mais avoir une relation de gagnant-gagnant. Je pense que la relation, ce binôme France-Maroc est un modèle pour construire un avenir euro-africain pragmatique, parce qu'il y a un problème... avec un horizon beaucoup plus lointain. Il y a un déficit démographique dans le nord, il y a un dividende démographique dans le sud. Il faut construire des alliances pour arriver à quelque chose. Quand vous regardez les équipes de football, Rachid Alaoui, parce que Mariano Rajoy, j'ai entendu ce qu'il a dit et ce qui m'a choqué. L'équipe de France, ouais. Ouais, parce que c'est une racisation sur une nation. Alors, quelle est cette équipe de France ? C'est tout simplement une mondialisation. C'est aussi un retour sur l'héritage historique. C'est aussi sur le nomadisme, cette mobilité. Et cette mobilité qui peut être intéressante et productive, on la défend. Et ça commence par le développement technologique et par la migration des connaissances scientifiques. Vous direz la même chose sur l'équipe du Maroc, parce que l'équipe nationale du Maroc aussi, c'est essentiellement la majorité écrasante de binationaux. Est-ce que c'est un retour aussi de l'histoire et un effet de mondialisation à l'échelle du Maroc et de... Oui, sauf que vous savez, c'est l'histoire coloniale de la France, c'est aussi l'histoire coloniale de l'Europe qui a fait ces mélanges, cette mixité. Cette mixité, elle est belle.
quand on la regarde de manière sans rentrer des discriminations et sans définir la nation à partir d'une religion ou d'une couleur. Elle est très belle. Et cette Coupe du Monde aujourd'hui avec 48 pays, elle montre aujourd'hui que nous avons des populations et des nations qui sont heureuses de voir ça. Donc moi, au contraire, c'est ça. Maintenant, oui, l'équipe du Maroc, elle est à l'image de l'équipe de France, c'est la mobilité. Et il y a des gens qui choisissent de vivre dans un pays pour un autre. En tout cas, il y a des binationaux et des trinationaux. Moi, je n'ai aucun problème avec la binationalité. Aucun problème. Au problème ou pas sur le fait que ce traité qui est en cours, qui a été conçu, qui va être présenté partiellement, et on en saura peut-être un petit peu plus avec les 48 heures de visite du Premier ministre français Sébastien Lecornu, donc une fois de plus qui est accompagné par 12 ministres, mais on sait très bien d'ores et déjà qu'Emmanuel Macron ne sera plus président de la République dans on va dire, un peu moins d'un an. On était à peu près à 8-9 mois de la présidentielle en France. Emmanuel Macron, qui a fait 2 mandats, ne sera plus président, quoi qu'il en soit. Il a même annoncé qu'il ne ferait même plus de politique après la fin de son mandat présidentiel. Est-ce que ça pourrait aussi influencer l'application et la mise en route du traité qui va être ratifié par Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, et en même temps, Emmanuel Macron, à partir de mai 2027, ne sera plus là? Je pense que c'est un traité d'amitié qui va être traité par 2 États. Et quand vous avez un traité qui est traité par 2 États, normalement, il dure dans le temps. Et c'est dans l'intérêt de la France et du Maroc que ce traité d'amitié dure, parce qu'il enterre le traité d'il y a 70 ans pour donner naissance à un autre traité avec un contenu. Et par contre, moi, ce que j'attends de voir, c'est le contenu quantitatif et qualitatif. Parce qu'il y a le traité avec l'Espagne, le traité avec l'Allemand, c'est un peu vide. Par contre, sur le traité allemand, il y a quelque chose de très intéressant et que je défends. C'est la partie OFAGE, l'office allemand, l'office franco-allemand de la jeunesse, dans lequel il y a à peu près 45 millions d'euros pour permettre la mobilité, de compétences, pour permettre aussi des étudiants, pour permettre la recherche scientifique, pour permettre les transferts de compétences. Et je pense que dans ce traité, pour moi, s'il y a une question que je défends, c'est la question de mobilité. D'abord... Elle ne figure pas a priori. Hein. Moi, j'espère... On parle d'interconnexion électrique, d'énergie, de coopération en matière de défense sécuritaire. Oui, mais il y a éducation et culture. Universitaire. Non, oui. il y a éducation et culture. On parle de gaming, de cinéma. On ne parle pas de mobilité. Non, mais le sujet qui fâche, qui pourrait fâcher, n'est pas forcément évoqué. Ce sujet qui fâche, il fâche des 2 côtés. Il fâche des 2 côtés parce que, par exemple, au Maroc, nous avons le CTE, le contrat travailleur étranger, qui s'applique aux Français, mais qui ne s'applique pas aux Tunisiens, aux Algériens, aux Sénégalais. Et pour moi, ce CTE s'applique aux Français. Quand il s'applique aux Français, et les empêche de s'installer, de travailler au Maroc. Et maintenant, quand on a de compétences ou dans les écoles, ou dans les hôpitaux, ou dans les universités, et qu'on peut attirer des compétences françaises, peu importe leurs origines, parce que je m'arrête jamais sur ça. Donc, c'est un vrai problème. Donc, si on arrive à sauter ce CTE, donc côté marocain, pour donner un privilège... Pour assouplir en fait les démarches administratives et pour permettre une mobilité des compétences, aussi une résidence avec un privilège, d'accord ? Donc pour moi, ça c'est une clause de révision, je l'appelle comme ça, une clause de révision. Cette clause de révision doit s'appliquer aussi en France, parce qu'en France, on a un autre problème. C'est que là, en ce mois de juillet, il n'y aura plus le droit aux allocations à l'APL, les allocations logement pour les étudiants, que le tarif d'inscription à l'université a été multiplié par 18 depuis 2017. Et normalement, ça aussi, si vous voulez, ça freine la coopération universitaire entre les 2 pays. La coopération universitaire, elle est prévue. Dernière petite question, Ibrahim Youmni. Non, mais la coopération universitaire, il y a une enveloppe. Si vous n'avez pas d'enveloppe, si vous n'avez pas de décision, ça veut dire que vous ne changez rien. Parce que si on fait un traité d'amitié, obligatoirement, il faut un contenu quantitatif, qualitatif qui parle aux gens. Donc ce traité-là, donc une fois de plus, on annonce en tout cas une visite d'État du roi Mohamed VI en France, à Paris, ça serait pour l'automne prochain. L'automne, oui. Ouais. Donc on a effectivement, c'est l'anniversaire du traité de la Selle-Saint-Cloud. C'est pas impossible, octobre, novembre. On voit au niveau des sondages en France, une Marine Le Pen, dans la perspective des élections présidentielles de 2027, être favorite. Est-ce qu'il y a des craintes à nourrir éventuellement si Marine Le Pen devait succéder à Emmanuel Macron? Et du coup, quelle direction, quelle perspective et surtout quel avenir et quel destin pour ce traité? Écoutez, d'abord, la France est une grande démocratie, un Sénat, l'Assemblée,
président de la République ou la présidente de la République. Il y a la politique intérieure, la politique extérieure. Et puis, je ne pense pas que sur la politique extérieure, il y aura de grands changements. Je ne vais pas dire que l'extrême droite favorise le Maroc sur l'Algérie, par exemple, parce qu'il ne faut pas partir sur ce terrain-là. Moi, je crois que ce traité d'amitié, le pays qui a le plus besoin, c'est la France et l'Europe. Le Maroc aussi on a pour sa vision stratégique et ses partenariats qu'il veut construire avec le continent africain. Je pense que pour un avenir meilleur de cette région du monde, qui a besoin de se consolider, de fusionner, on ne va pas attendre que la Chine ou l'Inde viennent construire une géostratégie dans notre région. Notre région, c'est l'Europe et le continent africain. Je pense que le Maroc a un rôle central pour construire cet avenir meilleur, parce que nous avons des craintes sur la démographie, sur le développement, sur l'industrialisation, sur les matières premières, sur l'énergie, sur le maritime. Il y a beaucoup de craintes. Et sur l'environnement aussi, on le voit bien d'ailleurs. On est sur des incertitudes, il faut les transformer en certitudes. Et je pense que le pari entre la France et le Maroc aujourd'hui, pour ce traité d'amitié à consolider, à lui donner du contenu, parce qu'il n'aura pas de limite dans le temps. Je pense qu'il ne faut pas, les traités d'amitié n'ont pas de limite, mais si on ne lui donne pas du contenu et du sens, je crois qu'il sera caduc rapidement et ce n'est pas le sens qu'on doit donner à l'histoire. Merci infiniment, Abdelghany Youmni, pour ce débat autour de traité d'amitié ou traité d'intérêt entre le Maroc et la France, juste après cette défaite. On va vite passer parce que c'est défaite contre la France en quart de finale de Coupe du Monde, mais surtout en plein dans la visite du Premier ministre français et accompagné par 12 ministres pour 48 heures, visite d'État d'ailleurs au Maroc. Merci à vous. Merci. Je vous ai dit un petit mot que je vais répéter. J'ai parlé d'émotionnel, de rationnel, d'obsessionnel. Il faut rester sur une relation rationnelle. C'est important. Donc le pragmatisme. Aussi. Donc d'où le traité d'amitié, mais beaucoup d'intérêt aussi. Aussi, merci. Merci infiniment, Abdelghany Youmni, et à très bientôt. Merci.